En France, c'est près d'un véhicule d'occasion sur 6 qui est considéré comme frauduleux. 6 millions de transactions par an en moyenne. Et la majorité des acheteurs qui se font avoir ne se sont pas fait avoir par manque d'argent. Ils se sont fait avoir par manque de méthode. Dans cette vidéo, je te donne la méthode complète pour ne pas faire partie de ces gens-là. Je m'appelle Nassim, je suis moniteur auto-école depuis 2017 et aujourd'hui, on sort un peu du cadre habituel. Parce qu'obtenir son permis, c'est bien, mais encore faut-il savoir acheter sa première voiture sans se faire plumer. Je vais te donner tout ce qu'il faut vérifier avant d'acheter un véhicule d'occasion, de la qualification du vendeur au téléphone jusqu'à l'essai routier. Suis bien parce qu'il y a des points ici qui peuvent te faire économiser plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d'euros. La première erreur que font presque tous les acheteurs, c'est de se déplacer sans avoir qualifié le vendeur au téléphone. Se déplacer pour rien, c'est du temps perdu et de l'argent. Et dans le pire des cas, c'est se retrouver face à un vendeur qui a volontairement caché des informations en espérant que tu achètes sous la pression du fait accompli. Alors, avant tout déplacement, voilà les questions à poser. Est-ce que des visites sont déjà prévues ? Si le vendeur a déjà 3 visites planifiées par exemple, les chances qu'il soit flexible sur le prix ou qu'il t'attende sont faibles. Est-ce que les documents sont en ordre ? Carte grise au nom du vendeur, certificat de non-gage et contrôle technique de moins de 6 mois. Si l'un de ces 3 éléments manque, tu demandes une explication claire avant de te déplacer. Est-ce que le véhicule a un historique d'entretien ? Idéalement, des factures. Un vendeur sérieux qui a bien entretenu son véhicule a ces documents et n'hésitera pas à te les envoyer. Et enfin, demande des photos supplémentaires. Un vendeur qui refuse d'envoyer des photos complémentaires, sous prétexte que l'annonce est suffisante, c'est un signal d'alerte. Un dernier point sur les documents. Méfie-toi d'un véhicule mis en vente depuis moins de 6 mois après l'achat. La question à te poser, c'est pourquoi il le revend aussi vite ? Une fois que tu as qualifié le vendeur et que tu décides de te déplacer, la visite se déroule en 4 étapes dans un ordre précis. Et cet ordre est important parce qu'il te permet de construire ta négociation progressivement. La première étape commence même avant d'ouvrir une portière. Et c'est là que les acheteurs non avertis ratent systématiquement les indices les plus révélateurs. Commence toujours par l'extérieur, porte fermée, moteur froid. Voilà ce que tu regardes. Premier point, les écartements. Capot, aile, porte, passage de roue. Tous ces écartements doivent être symétriques d'un côté à l'autre. Si tu poses un doigt dans l'écart d'un côté et que le même espace n'existe pas de l'autre côté, le véhicule a probablement subi un choc. C'est simple, c'est visuel et ça ne coûte rien à vérifier. Deuxième point, les garde-boue. Ce sont les protections plastiques autour des roues. Sur un véhicule accidenté qui a été remonté, ils sont souvent absents, cassés ou mal fixés. Vérifie les 4. Troisième point, l'épaisseur de peinture. Si tu as accès à un testeur d'épaisseur de peinture, les moins chers coûtent 25 € sur Amazon. Utilise-le sur chaque élément de carrosserie. Une valeur normale se situe autour de 100 à 160 micromètres. Au-delà de 300, il y a une couche de peinture supplémentaire. Au-delà de 500 micromètres, il y a probablement du mastic sous la peinture pour camoufler un choc. Si tu n'as pas cet outil, tu peux compenser en regardant la cohérence des teintes entre les éléments, surtout sur les bords et les jonctions. Quatrième point, le coffre. N'hésite pas à le vider complètement. Certains vendeurs remplissent le coffre précisément pour que tu ne regardes pas dessous. Tu soulèves le tapis, tu regardes l'état de la carrosserie intérieure. Des traces de soudure, de la peinture récente ou des enfoncements te mettent sur la piste d'un choc arrière. Regarde aussi sous le pare-choc arrière. Quelquefois, après un accident, le pare-choc est remplacé, mais le bouclier en dessous n'a même pas été réparé et ça m'est arrivé une fois. Cinquième point, les pneus. Tu vérifies la profondeur des sculptures avec une pièce de 2 €. Si la bordure dorée disparaît dans la rainure, c'est bon. Sinon, les pneus sont à changer. Tu vérifies aussi l'usure latérale. Si un flanc est beaucoup plus usé que la bande de roulement, il y a un problème de parallélisme. Et vérifie que les 2 pneus d'un même essieu ont la même marque et les mêmes dimensions. C'est inscrit sur le flanc. Si ce n'est pas le cas, c'est à changer. Et pour ceux qui n'ont pas encore leur permis et qui préparent déjà leur premier achat, c'est que vous êtes organisés et j'aime ça. Pensez à passer sur rouleraoult.fr, j'y ai mis les vrais parcours d'examen d'Île-de-France et de Lyon à partir du 15 avril en vidéo HD. Vous arriverez le jour J en connaissant déjà le terrain. Le lien est dans la description. Maintenant qu'on a fait le tour extérieur, on ouvre le capot et c'est là que tu vas trouver les indices des problèmes les plus coûteux. Il y a notamment un défaut moteur que les vendeurs peu scrupuleux cachent très facilement et qui peut te coûter le prix de la voiture en réparation dans les 6 mois. Je t'explique comment le détecter en moins de 30 secondes. La règle numéro 1,
Sous le capot, c'est méfie-toi d'un moteur trop propre. Un moteur lavé au Karcher peut cacher des fuites d'huile. Un moteur dont son jus avec un peu de poussière et de graisse, c'est de l'usure normale. Un moteur qui brille comme un sous-neuf, c'est un signal d'alerte. Premier contrôle, le niveau d'huile. Ce contrôle se fait moteur froid. Tu retires la jauge, tu l'essuies, tu la replonges entièrement et tu la ressors. Le niveau doit se situer entre le minimum et le maximum. Une huile très noire et épaisse indique qu'elle n'a pas été changée depuis longtemps. C'est un indice sur le sérieux de l'entretien général du véhicule. Tiens, regarde ça. J'ai fait le même test sur une autre voiture à moi et là, tu peux voir que le niveau est trop bas. Et ça n'y trompe pas puisque si on vérifie sur l'ordinateur de bord, on se rend compte qu'il indique un réajustement d'huile à faire. Deuxième contrôle, le liquide de refroidissement. C'est le bocal transparent qu'on trouve généralement sur le côté du moteur. Il doit se situer entre le minimum et le maximum. Si le niveau est en dessous du minimum, il y a un défaut à investiguer. Et là, j'arrive au défaut que je t'annonçais. Quand tu ouvres le bouchon du bocal, regarde à l'intérieur du bouchon. Si tu vois une pâte blanchâtre qui ressemble à de la mayonnaise, c'est le signe quasi certain d'un joint de culasse défaillant. Le joint de culasse, c'est la pièce qui assure l'étanchéité entre le haut et le bas du moteur quand il lâche. L'huile passe dans l'eau et l'eau passe dans l'huile. Résultat, surchauffe, casse moteur et facture qui peut dépasser le prix d'achat du véhicule. Cette vérification te prend 30 secondes et peut t'éviter des milliers d'euros. Cinquième contrôle, les vérins du capot quand il y en a et les vérins de coffre. Anecdotique, mais révélateur du niveau de soin apporté au véhicule. Un capot moteur ou de coffre qui ne tient pas du tout seul, c'est un vérin à changer. C'est peu coûteux, mais ça montre que l'entretien courant n'est pas une priorité pour ce propriétaire. Maintenant, on entre dans le véhicule. Et là, on va tester toutes les options de manière méthodique avant même de démarrer le moteur. Parce qu'un équipement qui ne fonctionne pas, si tu ne le vérifies pas avant l'achat, le vendeur te dira qu'il fonctionnait très bien quand il avait la voiture. Et tu n'auras aucun recours. Installe-toi à la place du conducteur et mets le contact sans démarrer le moteur. Tu vas tester tout dans l'ordre. Les vitres électriques d'abord. Toutes les fenêtres, montées et descentes complètes. Les rétroviseurs électriques ensuite. Tous les mouvements dans les 4 directions. Pareil, s'ils sont rabattables. Par exemple, sur ma voiture, les vitres se règlent, mais le rabattement électrique ne fonctionne pas. Vérifie les feux. Feu de position, feu de croisement, feu de route, feu de brouillard avant et arrière, si équipés, et les warnings pour vérifier que les 4 clignotants fonctionnent au même rythme. Si l'un clignote plus vite que les autres, il y en a un qui est défaillant. L'écran et la radio. Toutes les commandes, y compris les commandes au volant si équipées. Et si le véhicule a un toit ouvrant, tu le testes aussi. Cependant, moi qui possède un toit ouvrant électrique, je te déconseille vivement cette option. Ça finit toujours par avoir des infiltrations d'eau qui foutent en l'air ton faisceau électrique. Une fois que tout ça est validé, tu démarres le moteur. Allume la climatisation et vérifie qu'elle produit vraiment de l'air froid et qu'il n'y a pas de bruit suspect. Un compresseur de clim qui ne fonctionne pas, c'est entre 300 et 500 euros de réparation. Dès que le moteur tourne, regarde l'arrière du véhicule, si quelqu'un peut le faire pour toi ou fais-le toi-même après. De la fumée bleue au démarrage indique une consommation d'huile, de la fumée blanche peut indiquer un problème de refroidissement et laisse le moteur tourner pendant toute la durée de la visite extérieure. À la fin, vérifie que l'aiguille de température se stabilise autour de 90 degrés. Si elle monte au-delà, il y a un problème de refroidissement. Si elle n'est pas encore à 90, vérifie à nouveau après ton essai routier. Maintenant, on part sur la route et l'essai routier, c'est là où tu vas confirmer ou infirmer tout ce que tu as observé. Il y a une chose à tester pendant l'essai routier que presque personne ne fait et qui te permet de détecter en 2 secondes un problème de parallélisme qui va te coûter 200 euros dès les premières semaines. Pour l'essai routier, demande au vendeur une route qui combine ville et voie rapide ou nationale. Tu veux pouvoir passer tous les rapports de vitesse. Si le vendeur ne veut pas ou impose un petit trajet de 2 minutes dans sa rue, c'est un signal d'alerte. Ce que tu testes pendant l'essai, les changements de vitesse d'abord. Chaque rapport doit passer proprement, sans résistance anormale et sans blocage. Si tu as une boîte automatique, tu testes tous les modes, y compris drive et reverse, et tu vérifies que les passages de rapport se font sans à-coups ni hésitation anormale. L'embrayage ensuite, si boîte manuelle, accélère progressivement et observe si le régime moteur monte sans que la voiture avance proportionnellement.
comme si tu étais en train d'embrayer, imagine. Si c'est le cas, les disques d'embrayage patinent. C'est un remplacement qui peut coûter entre 500 et 800 euros. Le freinage. Fais un arrêt appuyé sur une route dégagée. Les freins doivent mordre franc et la voiture doit s'arrêter droit sans tirer d'un côté. Les amortisseurs. On a souvent une fausse croyance avec ce truc. On croit que parce que ça rebondit bien, alors ils sont en bon état. Alors que pas du tout. Des amortisseurs en bon état, c'est un véhicule qui ne rebondit quasiment pas lorsque tu forces avec tes bras sur le capot. Mon conseil, préviens le vendeur que tu vas tester les amortisseurs sur un dos d'âne. Prends-le volontairement vite. Si tu entends un bruit de grincement, c'est qu'ils sont à changer. Les amortisseurs avant, c'est entre 250 et 500 euros selon le modèle. À l'arrière, c'est entre 150 et 350. Sur voie rapide ou autoroute, descends volontairement de 2 rapports de vitesse. Par exemple, monte à 80 km/h en 5e, puis descends en 3e. Vérifie qu'il n'y a pas de fumée. Un peu de fumée qui s'arrête, ça va. Une fumée qui ne s'arrête pas, c'est au mieux un défaut d'entretien et au pire, un signe de casse moteur imminente. Et la couleur de la fumée te donne une indication précieuse. Une fumée bleue persistante indique que le moteur brûle de l'huile. Ça peut venir de segments de pistons usés ou de joints de queue de soupape défaillants. Une fumée blanche qui ne disparaît pas est le signe le plus précieux. C'est souvent du liquide de refroidissement qui brûle dans la chambre de combustion, ce qui renvoie directement au joint de culasse dont on parlait tout à l'heure. Et une fumée noire indique un mélange air-carburant trop riche, souvent lié à des injecteurs encrassés ou défaillants. Dans les 3 cas, c'est un argument de négociation majeur, voire une raison de passer ton chemin. Parce que ces réparations coûtent entre 500 euros pour les injecteurs et jusqu'à plusieurs milliers d'euros pour le moteur complet. Et maintenant, le test du parallélisme que je t'annonçais. Sur une route droite et plate, lâche brièvement le volant. La voiture doit rester dans sa trajectoire. Si elle tire à gauche ou à droite, il y a un problème de parallélisme. Ce n'est pas rédhibitoire, mais c'est un argument des négociations immédiat. Éteins la radio pendant l'essai. Tu cherches des bruits de claquements dans les virages, des grincements à la direction, des vibrations anormales. Un vendeur bavard qui parle sans arrêt pendant l'essai routier mérite qu'on lui demande poliment de se taire quelques instants. Sur la négociation, chaque défaut que tu as relevé est un argument. Les pneus à changer, le parallélisme à refaire, la clim à recharger, les vérins de capot. Tu fais la liste et tu estimes le coût total des réparations à prévoir. C'est ce montant que tu déduis du prix affiché. Un vendeur sérieux qui a un véhicule en bon état ne te fera pas de grands rabais. Un vendeur qui refuse toute négociation alors que tu as relevé des défauts visibles est un vendeur avec lequel tu ne dois pas faire affaire. Tu passes ton chemin. Ne te précipite pas. Même si la voiture est jolie, il y en a plein des jolies voitures. Tu te prépares à acheter ta première voiture, on est d'accord? C'est que le permis est proche ou déjà en poche. Si tu es encore en formation, j'ai une chose concrète pour toi. Les parcours d'examen de ta ville filmés en conditions réelles, disponibles sur rouleraoul.fr. Parce qu'avoir une voiture, c'est bien. Encore faut-il avoir le permis pour la conduire. Le lien est dans la description de la vidéo. Avant de terminer, je vais te donner les modèles que je recommande pour un premier achat en dessous de 3000 euros. Et les 2 conseils finaux qui peuvent te sortir d'une mauvaise situation après l'achat. Le deuxième conseil concerne quelque chose que tu peux faire toi-même pour vérifier si le kilométrage affiché est cohérent, sans aucun équipement spécial. Premier conseil, budget en dessous de 3000 euros. Pour ce budget, oriente-toi vers les petits véhicules français en boîte manuelle. La Renault Clio 2 et sa version Campus, la Peugeot 206 première et la deuxième phase, et la Citroën C3 première génération. Ce sont des motorisations fiables, des pièces disponibles partout et peu chères, et une mécanique suffisamment simple pour qu'un garagiste de quartier puisse s'en occuper sans te ruiner. La Nissan Micra et la Fiat Panda peuvent aussi être de bonnes options si tu en trouves une bien entretenue. En revanche, pour ce budget, oublie la boîte automatique. Les rares véhicules automatiques à ce prix ont soit un kilométrage très élevé, soit un historique d'entretien douteux, soit une boîte en fin de vie. Et une boîte automatique à remplacer est souvent plus chère que la voiture elle-même. Budget entre 3000 et 6000 euros maintenant. Là, le champ des possibles s'élargit vraiment. En boîte manuelle, tu peux viser des véhicules plus récents et mieux équipés. La Renault Clio 3, la Peugeot 207, la Citroën C3 deuxième génération, encore le Volkswagen Polo 5 si tu trouves une belle occasion. Ce sont des voitures plus confortables, souvent mieux dotées en équipement de sécurité et avec des kilométrages plus raisonnables. En boîte automatique, ce budget devient pertinent à condition de rester vigilant. Tu peux trouver de bonnes occasions en boîte automatique sur des modèles comme la
la Toyota Yaris, qui est réputée pour la fiabilité de sa boîte, ou la Renault Clio 3 en version automatique. La Toyota Yaris en particulier est probablement le meilleur rapport fiabilité-prix du marché de l'occasion pour une boîte automatique, à ce budget. Les japonaises, en général, ont une réputation solide sur la durée de vie de leur boîte automatique. Contrairement à certains modèles européens de cette génération où la boîte peut être un point faible. Dans tous les cas, pour une boîte automatique, même à ce budget, l'inspection préalable est encore plus importante qu'en boîte manuelle. Parce que si la boîte lâche, la réparation peut facilement dépasser le prix d'achat du véhicule. Deuxième conseil, la vérification du kilométrage sans équipement. Tu regardes l'état du pédalier et de la pédale d'embrayage. Un véhicule affiché à 60 000 km/h avec un pédalier complètement lisse et usé jusqu'à l'os ne peut pas être cohérent. L'usure du volant, du levier de vitesse et des sièges sont aussi des indicateurs. Ensuite, tu demandes les factures d'entretien et tu les classes dans l'ordre chronologique. Tu vérifies que le kilométrage évolue de manière cohérente entre chaque facture. Une facture à 45 000 km suivie d'une facture à 46 000 km 2 ans plus tard, ça mérite une explication. Troisième conseil, prévois toujours une révision complète dans ton budget d'achat. Peu importe ce que le vendeur te dit sur l'entretien. Une révision, c'est entre 100 et 150 € en garage indépendant. C'est le meilleur investissement que tu puisses faire sur un véhicule d'occasion. Parce que ça te donne une base propre et ça évite les mauvaises surprises dans les premières semaines. Donc, changement de tous les filtres, vidange de l'huile moteur et recherche de défauts que tu n'aurais pas vus à l'achat. Le conseil bonus, fais toujours visiter le véhicule à froid, idéalement le matin, avant que le vendeur ait roulé toute la journée. Un moteur froid te permet de vérifier les niveaux correctement, d'entendre les bruits de démarrage et d'observer la fumée à l'échappement au premier démarrage. Un vendeur qui a démarré la voiture pour la faire chauffer avant ton arrivée, volontairement ou non, te prive d'informations importantes. Le marché de l'occasion peut être une vraie opportunité ou un vrai piège selon si tu sais quoi chercher. Les arnaques les plus coûteuses ne viennent pas de vendeurs professionnels du crime. Elles viennent de gens qui n'ont pas dit tout ce qu'ils savaient et d'acheteurs qui n'ont pas posé les bonnes questions. Maintenant, toi, tu sais lesquelles poser. Pour résumer, tu qualifies le vendeur au téléphone avant de te déplacer, tu inspectes l'extérieur en cherchant les écartements et les indices de carrosserie, tu contrôles sous le capot en commençant par le bouchon de refroidissement, tu testes toutes les options avant de démarrer, tu fais un essai routier complet avec la radio éteinte et tu négocies sur la base des défauts que tu as relevés. Ma méthode pour retenir ton permis du premier coup, c'est sur rouleraoul.fr, le lien est dans la description et je te dis à bientôt. Bye.